Alors, bonjour à tous et rebonjour pour toutes les personnes qui suivent attentivement tous les ateliers de ce matin dédiés à l'impact. En prolongement de l'atelier que nous venons d'avoir à l'instant sur les entreprises à mission, nous vous proposons donc désormais d'arriver vraiment sur une table ronde où nous avons le plaisir d'avoir nos trois invités aujourd'hui. Et donc l'objectif en fait de cet atelier, de cette table ronde, ça va plutôt être d'aller vraiment sur l'impact en tant que nouveau levier de valorisation d'entreprise. Je suis Inès Basilier, vice-présidente de la French Tech Aix-Marseille. Je suis moi-même présidente de la société Fruit and Food, une solution digitale pour pouvoir donner ou vendre tout le surplus de légumes de son jardin. L'impact pour moi, c'est donc quelque chose de radicalement important, nécessaire, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans ce lieu qui est parfait pour pouvoir parler d'impact, puisqu'on est aujourd'hui à la Friche, dans un lieu qui va vraiment revaloriser le rapport à l'art et à la société. Et donc pour cela, pour vraiment parler de tous ces sujets, autour de l'impact, de savoir quels vont être en fait tous les enjeux qui sont sociétaux, économiques et environnementaux, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois invités. Alors d'abord Brice Renaud de Yoda Consulting, expert comptable et commissaire aux comptes spécialisé en comptabilité extra-financière et intégrée. Également donc Marianne Bechereau de BPI France Côte d'Azur, délégué à l'innovation. Et enfin, Thomas Naugian, directeur Impact chez Rive-Neuve, donc la société de formation et de financement pour les entreprises à impact. Alors, pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, je vous propose déjà qu'on puisse un peu s'intéresser à ces différentes notions. Donc, je te propose de commencer avec toi, Thomas. Comme vous le savez peut-être, nous avions déjà lancé un premier podcast en mai dernier pour le Petit Bain, où on s'intéressait aux mesures de l'impact. Aujourd'hui, on veut aller un petit peu plus loin, donc vraiment aller travailler sur la valorisation de l'impact d'entreprise. Mais avant de commencer, j'ai envie d'abord de te poser une question toute simple. Thomas, est-ce que tu pourrais déjà pour nous dire, pour toi, qu'est-ce que l'impact et quelle est la différence avec la responsabilité sociale des entreprises ? Alors bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend bien ? A priori oui, ok. Alors, donc qu'est-ce que l'impact ? Donc c'est une question importante parce que c'est un terme qui est très souvent mal compris et mal utilisé. L'impact d'une entreprise, par définition, c'est l'ensemble des effets bénéfiques et néfastes que va produire une entreprise par ses activités sur ses différentes parties prenantes et sur une période donnée. Donc, la période d'observation est importante lorsqu'on parle d'impact. Ça n'est pas la RSE en tant que telle. En fait, on a coutume de dire que gérer son impact, c'est mettre de la RSE sous stéroïdes. Dans la mesure où la RSE, c'est avant tout, alors il y aura des gens qui ne seront pas forcément d'accord, mais la manière opérationnelle dont c'est fait aujourd'hui, c'est surtout une manière de gérer ces impacts négatifs et de faire en sorte de faire le moins de mal possible. D'accord ? Donc, on ne questionne pas le modèle d'affaires cœur d'une entreprise, on fait ce qu'on fait, et puis on génère différents impacts, pas toujours très bons, et on va s'atteler à bien les gérer et à bien les contrôler. L'impact, on change de dimension parce qu'on va beaucoup travailler sur le côté intentionnel de création d'impact positif. Donc une entreprise va vouloir sciemment créer de l'impact positif pour ses parties prenantes, tout en, bien entendu, tout en diminuant ses impacts négatifs. C'est pour ça qu'on dit que la RSE, en fait, c'est le premier étage de la fusée, en quelque sorte. Et l'autre élément de lecture qui est très important lorsqu'on parle d'impact, c'est justement à quel point cette recherche intentionnelle de création d'impact positif est au cœur de la stratégie de la boîte. C'est-à-dire qu'on questionne véritablement le modèle d'affaires, si, en faisant ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce qu'on crée bien de l'impact positif ? Et si oui, est-ce qu'il est en suffisamment grande quantité ? Et ce qu'on a coutume de dire, nous, chez Rive-Neuve, c'est qu'en réalité, au fur et à mesure que les entreprises vont s'acclimater sur cette nouvelle manière de construire une stratégie d'entreprise, le terme de stratégie RSE devient un euphémisme. Parce qu'en fait, vous n'aurez plus une stratégie de l'entreprise et puis à côté une stratégie RSE qui fera en sorte qu'on gère à peu près nos externalités. Non, vous aurez une stratégie globale dans laquelle vous saurez précisément quels sont les impacts positifs que vous créez, quels sont ceux sur lesquels vous êtes intentionnel, et quels sont les impacts négatifs que vous diminuez.
Mais alors, du coup, pourquoi on cherche à mesurer cet impact? C'est vraiment pour valoriser l'entreprise? Alors oui, c'est un élément, et c'est un peu le thème d'aujourd'hui. Euh, on se rend compte en réalité que lorsqu'on va parler d'impact, on va parler de performance. Ça, c'est fondamental. Et ce qu'on va vouloir faire lorsqu'on va vouloir mesurer et gérer son impact, c'est en fait mesurer et gérer sa performance extra-financière. Cette performance-là, elle va être utile à plein de niveaux. Premièrement, elle va être utile d'un point de vue gestion opérationnelle de votre business. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à avoir des chiffres de performance extra-financière, vous êtes en mesure de faire du contrôle de gestion extra-financier. Donc en interne, vous en tant que chef d'entreprise, vous allez utiliser différents indicateurs pour mieux piloter votre boîte et prendre des décisions qui ne sont pas toujours simples. Faut se le dire aussi, il y a des arbitrages à faire au jour le jour où on va voir quelles vont être les conséquences au niveau des impacts positifs et négatifs. Donc ça, c'est un premier point. Mais pas que. Aujourd'hui, correctement mesurer et gérer son impact, ça va être de plus en plus important, et je pense que Marianne pourra en parler, au niveau de votre recherche de financement. D'accord ? Donc, vous allez avoir de plus en plus d'instituts et d'organismes financiers et des investisseurs pour lesquels ils vont vouloir regarder quelle va être votre performance extra-financière. Et alors, petit laïus, votre performance historique, c'est une chose, mais de plus en plus, quelle va être votre performance future. C'est-à-dire qu'on va utiliser tous les mécanismes de construction budgétaire et de prévisionnel qu'on fait aujourd'hui sur des indicateurs financiers classiques, sur des indicateurs extra-financiers. On va vouloir voir où est-ce que votre boîte atterrit en termes de performance extra-financière. Et puis le troisième point qui est un peu dans la tête de tout le monde aujourd'hui et qui reste extrêmement important, c'est au niveau donc de la communication auprès de vos différentes parties prenantes. Que ce soit en interne via vos employés, donc ce qu'on a communément coutume de dire votre marque employeur, à quel point par la bonne gestion de votre performance extra-financière, vous êtes en mesure d'être crédible vis-à-vis de vos employés en disant voilà, on fait bien les choses et voilà la direction qu'on prend. Et puis aussi de vos parties prenantes externes, donc vis-à-vis de vos différents candidats, vis-à-vis de vos clients. De plus en plus, vous allez avoir, pour certaines startups, qui sont dépendantes de grands donneurs d'ordre sur des appels d'offres ou des différents contrats, vos clients vont vous demander précisément des chiffres de votre performance extra-financière, historique et future. Donc voilà, c'est quelques éléments de la manière dont on valorise aujourd'hui l'impact pour les entreprises. Ok. Et donc chez Rive9, c'est votre métier aussi d'accompagner les entreprises. Donc est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui ont commencé cette démarche d'intégrer l'impact? Alors oui, il y a, et de plus en plus, donc on en voit. Ça reste un mouvement qui reste encore balbutiant. Si on se réfère à la courbe d'adoption un petit peu connue, vous savez, en S, nous on pense qu'on a dépassé le stade vraiment pionnier. C'est-à-dire que le terme impact, maintenant, essaime beaucoup. Alors, il est un peu utilisé à tort et à travers. Il n'empêche qu'il s'installe dans la tête des gens. Vous avez de plus en plus de personnes qui ont conscience que la manière dont ils abordent la RSE aujourd'hui est soit défaillante, soit non satisfaisante, soit insuffisante. Et donc, il y a besoin d'aller un cran supplémentaire dans la rigueur et dans la place qu'occupe justement cette partie RSE au sein de la stratégie. Et donc, on a en parallèle de plus en plus de boîtes qui s'arment d'un point de vue RSE classique. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut vraiment continuer le mouvement. Et puis, on commence à voir des entreprises qui prennent à cœur ce sujet de l'impact-là. Et ce qu'on voit, en fait, assez souvent, c'est que ce sont des entreprises qui soit ont eu des injonctions auprès donc, des différents financiers qui leur demandent des choses. Donc le cas archétypique pour des gens de la French Tech, on est une start-up, on a besoin de lever des fonds. On va taper à la porte de différents fonds, dont des fonds qui sont de plus en plus serrés sur les critères d'impact. La finance durable est en train de se muscler énormément sur ces questions-là. Et donc vous allez avoir des investisseurs qui vont dire « moi je veux voir des choses, il faut que vous me les montriez ». Premièrement. Vous allez avoir donc ces fameux grands donneurs d'ordre qui vont vous dire « moi, je ne vous donne pas votre contrat si vous n'êtes pas en capacité de me donner des chiffres établis sur les différents impacts négatifs et positifs que vous êtes en train de générer ». Donc oui, on le voit. C'est un peu pour ça qu'on s'est monté aussi, c'est qu'on sent qu'il y a une appétence. Il reste encore un gros chemin. On est au tout début de la courbe. On va rentrer dans les early adopters et on a, nous, vraiment vocation à la fois démocratiser la compréhension de ce que c'est que l'impact. C'est pas intuitif. Personne ne vous l'a appris à l'école.
Voilà. Aucun d'entre vous, vous l'avez appris à l'école ou à l'université, donc on ne sait pas ce que c'est, donc il faut bien maîtriser les basiques. Et puis derrière, j'ai envie de dire aussi, eh ben, il faut être un petit peu convaincu. Parce que le revers de la médaille, c'est que quand on est un petit peu rigoureux sur la manière dont on a de gérer sa performance extra-financière et son impact, le greenwashing est nettement diminué. Donc il y a assez peu de marge de manœuvre et c'est tant mieux. Mais on ne peut pas vraiment tricher. Donc si vous n'êtes vraiment pas convaincu et si vous dites moi je veux juste mettre un vernis parce qu'on me le demande, mais en gros ça me gonfle, ça va être compliqué. Voilà. Donc Ouais, écoute, c'est parfait. Et du coup, ça nous permet de faire une transition immédiate avec Brice, puisque aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un expert sur toutes ces questions comptables. Donc, Brice, de ton côté, est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe exactement, hein, à quoi ça sert déjà, comment ça peut se mettre en œuvre pour faire en sorte d'intégrer finalement toutes ces notions d'impact dans son bilan comptable? Alors, je ne sais pas, tu veux nous expliquer? Ok. Tout le monde m'entend bien? Parfait. J'ai l'impression d'être dans le métaverse là. C'est assez c'est étrange, l'introduction. je l'accorde. Donc merci Inès, bonjour à tous et à toutes. Alors en fait, Thomas a très bien défini la notion d'impact et la mesure d'impact. Et maintenant l'idée c'est de comment arriver à partir de cette mesure d'impact à une comptabilité extra-financière. Donc la comptabilité extra-financière c'est quelque chose de nouveau, je pense que vous en doutez tous. Et ça se construit en opposition avec la comptabilité financière. Et pourquoi? Parce que on s'aperçoit que la comptabilité financière ne permet pas de refléter complètement la valeur d'une entreprise. Et donc, il faut tenir compte de ces impacts et de ces notions extra-financières. Donc, la comptabilité, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien. C'est un système qui permet d'évaluer, de classer et de présenter des flux financiers. En revanche, l'extra-financier, Thomas l'a bien défini, c'est les effets négatifs, positifs que l'on peut avoir sur la société, l'environnement et ses parties prenantes. Donc, pour mesurer cette performance, l'idée c'est de mettre en place différentes mesures d'impact. Et en fait, plus on va structurer cette mesure d'impact, plus on va tendre vers une comptabilité extra-financière. Parce que la comptabilité, c'est en fait l'accumulation de différents reporting qui vont structurer votre système d'information. Plus ça sera au cœur de votre stratégie, de vos enjeux, et au cœur de vos systèmes d'information et de la remontée d'informations, là, vous aurez une comptabilité extra-financière. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de définition de la comptabilité extra-financière d'un point de vue normatif. Donc c'est pour cette raison qu'on ne peut pas la comparer totalement à la comptabilité générale. Mais alors, du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut intégrer ces éléments dans son bilan comptable? Alors, c'est le but ultime. Mais c'est pas que, comme je disais, la comptabilité, nous on connaît tous très bien la comptabilité générale, donc un bilan, un compte de résultat. Mais ce n'est pas que ça, il y a aussi la comptabilité analytique. Voilà, la comptabilité, c'est mesurer des choses et les mettre au cœur d'un système d'information. Et donc les méthodes de comptabilité extra-financière, il y en a plusieurs, il y en a 3 grandes qui sont basées sur une sur les coûts. Donc on va définir ces impacts auprès de ces parties prenantes. Et ces coûts-là en fait, vont être imputés à un résultat comptable. Il y a une méthode qui s'applique à la durabilité. Donc là, c'est plutôt la création de valeur et la destruction de valeur qu'on va avoir avec ces activités, qui seront encore imputées au résultat comptable. Et ensuite, donc, la méthode intégrée. Donc, on intègre dans un bilan comptable classique les notions environnementales et sociétales, enfin plutôt sociales, pardon. Donc, on va essayer d'intégrer dans un bilan ces notions. Alors, pour ce faire, il faut modéliser en amont ces impacts. Donc, d'où le fait que la mesure d'impact, c'est essentiel pour arriver à une comptabilité extra-financière. Et cette modélisation va permettre d'arriver à matérialiser un actif social, un actif naturel et une dette. La dette, ça correspond en fait à son impact et au coût de restauration de ces impacts que l'on produit à travers ces activités. Et l'écart, c'est un résultat ou une perte. Voilà, je n'irai pas plus loin dans la comptabilité, je risque d'en perdre quelques-uns. Mais voilà l'idée de la comptabilité intégrée qui est vraiment un peu... c'est qu'une méthode parmi d'autres de comptabilité extra-financière et c'est surtout la plus complexe. Ouais. Et c'est du coup super intéressant de comprendre qu'aujourd'hui on s'intéresse déjà à toutes ces notions et comment on va pouvoir l'intégrer aussi et de se dire qu'on ne va pas avoir juste un bilan comptable, mais aussi d'intégrer donc ces notions d'impact. Oui, clairement, le fait qu'on s'intéresse à la comptabilité extra-financière, notamment la comptabilité intégrée, ça prouve bien qu'on a besoin de mesurer, de chiffrer ces impacts et surtout d'avoir
d'utiliser un outil qu'on connaît tous très bien, qu'on a l'habitude d'utiliser pour mesurer sa performance, et de pouvoir intégrer dans cet outil en fait, ces dimensions extra-financières. Pour autant, c'est pas pour tout de suite non plus. Toutes ces méthodes-là sont plutôt expérimentales. Comme je disais, il n'y a pas de normes à ce sujet. Les normes qui existent sont sur des reporting. Et on a mis 20 ans à arriver à des normes suffisamment exigeantes, suffisamment construites. Donc là, récemment, avec la taxonomie et la CSRD, voilà, on a enfin des normes de reporting extra-financier qui sont d'un certain niveau. Donc pour la comptabilité extra-financière, ça y contribuera, mais ce n'est pas peut-être tout de suite demain. Ouais. Concentrez-vous peut-être plus sur les normes extra-financières, les reporting extra-financiers. On a compris, donc c'est pas encore pour tout de suite, mais c'est important de comprendre ce qui va arriver. Et donc d'ailleurs, chez BPI, c'est aussi des notions qui sont déjà bien présentes. Et on parle même aujourd'hui de diagnostic pour accompagner les entreprises dans cette démarche. Marianne, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce que vous proposez plus concrètement? Merci Inès, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? On Super. t'entend parfaitement. Oui. Donc effectivement, je vais vous parler des réflexions qu'on a en cours chez BPI France, du côté Good Cop et du côté Bad Cop. On vous expliquait pourquoi c'est important de le faire. Je vais vous dire d'abord, côté Good Cop, comment est-ce que BPI France peut vous aider. Et on parlera peut-être après de comment est-ce que BPI France va pousser tout le monde à aller vers ça. Et Thomas l'a déjà introduit en disant que c'est un mouvement global qui va se passer et que la finance, et notamment quand on est une banque publique, on prend les devants, va pousser un petit peu les startups et toutes les entreprises à intégrer ces enjeux, qu'ils le veuillent ou non, pour obtenir les financements. Alors déjà, comment est-ce qu'on va pouvoir aider aujourd'hui? Restez avec moi, je vais parler un peu de dispositifs. Je vais vous parler de 3 dispositifs. Le plus large s'appelle le Diag Impact. Il est pour les petites entreprises. Donc, le cœur de cible, c'est les entreprises innovantes, mais on intègre aussi des petites PME plus ou moins innovantes. Et le but, là, sera très large, c'est de vous faire accompagner par un expert externe à BPI qui va pouvoir vous aider à mesurer vos enjeux d'impact. En fait, ils sont où vos impacts sur le plan environnemental, social, gouvernance? Comment est-ce qu'on les mesure? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les impacts négatifs et augmenter les impacts positifs? Je vous dis que ce diagnostic est le plus large parce qu'on va définir vraiment, vous et le consultant, allez définir les enjeux que vous voulez traiter. Soit vous êtes au tout début et vous dites, moi j'ai besoin de faire un 360, là je démarre avec cette notion d'impact, j'ai besoin d'aide. Et là il n'y aura pas de souci, on vous prendra là où vous êtes. Si vous êtes déjà à vous dire, écoutez, moi j'ai déjà fait le taf, je sais que mon plus gros c'est l'impact environnemental et c'est la gestion de mes emballages, et ben on le prendra à cet endroit aussi. Il s'agit d'un diagnostic qui se fera sur un total de 5 jours, qui peut être réparti sur 1 mois, 6 mois, le temps que vous avez besoin. En tout cas, il y aura 5 jours complets avec le consultant et qui est évidemment pris en charge en partie par BPI France et donc il ne coûtera à la fin à l'entreprise que 2 500 €. Ce qui est, a priori, pour ce que vous pouvez trouver sur le marché, un tarif très intéressant. Les 2 diagnostics autres dont je vais vous parler sont déjà plus précis. Là, ils s'adressent à des entreprises déjà un peu plus matures. Le premier est spécifique sur le carbone, parce que c'est la méthode de comptabilité, de mesure des impacts qu'on connaît le mieux à travers le bilan carbone. Et donc le Diag Décarbonation, son but, c'est d'aller d'abord faire un bilan carbone complet, ensuite de co-construire un plan d'action de décarbonation et de commencer à le mettre en œuvre. Et donc là, vous vous rendez bien compte que c'est déjà un peu plus avancé. Donc ça va durer une douzaine de jours sur environ 6 mois, enfin le temps qu'il faut. Et on sera sur un reste à charge de 4 000 € pour l'entreprise, en fonction de sa taille, mais je vous la fais rapide. Et le dernier sera aussi assez précis. Il s'agit du Diag Écoflux, où là, on ne va pas parler de carbone, on va parler d'énergie, de déchets, d'eau et de matières premières. Et donc pareil, on va faire un audit, on va faire le point sur tous vos flux et un plan de réduction de ces flux, dans le but également de diminuer votre impact environnemental, certes, mais aussi, vraiment le but de ce Diag, c'est de faire des économies. Des économies sur le coût de gestion des déchets, des économies sur l'énergie. On en parle tous en ce moment, sur l'eau, sur les matières premières, etc. Là, le seul point à avoir en tête, c'est que c'est réservé à des sites qui ont plus de 20 salariés, alors que les autres étaient ouverts à toutes les entreprises de toute taille. Les informations que je vous ai données là, vous les retrouvez toutes sur le site de BPI France. Et si jamais vous ne vous y retrouvez pas, vous avez mon nom. On trouve facilement mon mail aussi sur Internet. Et donc n'hésitez pas à passer pour avoir les infos sur ces diagnostics. Génial, merci Marianne. C'était justement ma question, comment faire pour pouvoir en bénéficier? Parce que maintenant, il faut passer à l'action, hein. Une fois qu'on a les informations, il faut y aller. Alors, pour continuer notre table ronde, j'aimerais d'ailleurs vous poser une question à tous les deux, hein, Thomas, Marianne.
On commence à parler d'indice maturité climat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors l'indice maturité climat, de son petit nom IMC, voilà, rigoler un bon coup, puis après on passe à autre chose. C'est ce qu'on va mettre en place petit à petit chez BPI, et c'est le côté bad cop dont je vous parlais tout à l'heure. Évidemment, on n'est jamais bad cop, donc ça ne va pas être quelque chose de contraignant tout de suite, mais l'idée à terme, c'est d'y arriver, en emmenant les pionniers, mais aussi en faisant un peu la voiture balai pour les derniers. L'idée, c'est de réussir dans la discussion entre le chargé d'affaires, donc la personne chez BPI qui discute avec vous du financement, et le dirigeant ou la dirigeante d'entreprise, de parler de la manière dont ils ont commencé à inclure ces enjeux uniquement climat. L'impact, c'est plus large, mais là, je parle juste climat, dans sa stratégie d'entreprise. Et donc on va commencer à déployer, si vous avez des contacts avec BPI France, vous vous en rendrez compte en 2023, secteur par secteur, on va y aller progressivement, des questionnaires posés par le chargé d'affaires aux dirigeants pour essayer de voir là où il en est. Le but au début, ce sera uniquement de pouvoir orienter les dirigeants qui sont le plus éloignés de ces enjeux-là vers les diagnostics pour les aider à prendre en main les enjeux. Et à terme, l'idée globale derrière ça, c'est à un moment de pouvoir aussi intégrer la note qui en résulte dans nos décisions de financement. Donc à un moment, ce sera peut-être faire des meilleurs taux ou avoir des conditions plus intéressantes pour ceux qui sont le plus avancés. Et peut-être qu'à terme, ce sera aussi commencer à ne plus obtenir de financement quand on est vraiment trop loin, que ça fait 3 ans qu'on vous dit bougez-vous et que vous n'avez rien fait globalement. Et c'est quelque chose sur lequel BPI France est pour l'instant pionnier dans les banques de la place en France. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on mène un groupe de travail avec toutes les banques privées qui nous ont vu avancer là-dessus et qui sont venus nous voir en nous disant « mais c'est super, est-ce qu'on peut utiliser votre outil? Est-ce que du coup vous pouvez stocker les résultats et nous y donner accès pour que nous aussi on puisse faire de la finance à impact ?» Et donc c'est un mouvement qui paraît progressif. On a l'impression que oui, la non-obtention de financement ce sera dans 10 ans quand ils auront calé leur méthodo. Mais en fait vraiment ça s'accélère. Et donc c'est à prendre en main dès maintenant si on ne veut pas se retrouver justement dans la voiture balai qui va se faire pousser pour essayer de rattraper le peloton. Ouais, donc c'est absolument impératif, Thomas, de comprendre ce que c'est que cette notion. Alors, je reprends le terme exact, donc IMC, comme tu l'appelles, et sinon, indice maturité climat. Oui, alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'indice maturité climat sur lequel est en train de travailler la BPI, ça lance véritablement un mouvement qui est par ailleurs déjà à l'œuvre dans le monde de l'investissement privé. Si vous cherchez des fonds de manière dilutive auprès de fonds d'investissement et que ces fonds-là sont dits à impact, aujourd'hui tous vont en fait évaluer votre maturité impact, pour reprendre les termes, pour savoir si oui ou non on y va. Alors, c'est nécessaire et non suffisant, il n'y a jamais que ça. Mais donc, on voit bien que du côté banque plus généraliste, on y arrive relativement rapidement. Ce qui fait écho en parallèle à la vitesse à laquelle la réglementation européenne bouge, ça bouge très vite, ça bouge très fort. Ça a commencé à bouger avant tout sur le secteur financier où l'ensemble des acteurs financiers qui veulent justement commencer à mettre à la vente des produits financiers dits durables sont beaucoup mieux contrôlés, sont beaucoup plus contraints. Et puis ça arrive du côté entreprise, cette fois-ci, avec l'obligation de plus en plus forte et de plus en plus élargie, donc les seuils d'application sont en train de se baisser, pour que les entreprises puissent correctement, et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mesurer et rendre compte de leur performance extra-financière. Donc, en fait, ce que vient de dire Marianne, c'est un exemple ultra précis, ultra pragmatique, qui est déjà à l'œuvre. Et vous comprenez bien le mouvement. Au début, on incite. Ah, vous n'êtes pas très bon, on va vous aider. Puis rapidement, on exclut. Vous n'êtes pas bon, on ne vous prend pas. Ouais. Et du coup, en fait, comment on peut vraiment valoriser cette mesure d'impact? J'ai aussi envie d'entendre le point de vue de Brice sur ce sujet. Est-ce qu'il est vraiment possible de mettre en valeur les actions prises en entreprise et de quelle manière ça va se traduire? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut avoir un responsable RSE, quelqu'un qui va prendre en charge en fait toutes ces questions? Alors, pour la valorisation, quelque part, du moment qu'on mesure, on est capable de valoriser et on va pouvoir le valoriser. Et ça, Thomas en a parlé tout à l'heure sur l'intérêt de mesurer ses impacts. Donc effectivement, d'un point de vue communication, mais aussi interne avec ses parties prenantes,
pour obtenir donc, des financements. Donc on comprend bien à quel point c'est valorisable de mesurer ces impacts. En revanche, pour la partie donc, Vraiment, responsable RSE, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend En quelqu'un fait, qui s'occupe de ça? le responsable RSE, lui, va plutôt être en charge de l'opérationnel, de Ouais. déployer la stratégie RSE. Mais pour vraiment que ça rentre au cœur des stratégies, comme mes collègues en parlaient tout à l'heure, il faut à un moment donné que ça vienne dans le top management, et que ce soit au niveau de la direction que ces sujets soient pris, mais aussi au niveau de tous les managers. Donc ça, c'est peut-être le rôle du responsable RSE de déployer la stratégie avec ses équipes. Mais c'est aussi une partie de la direction financière. C'est-à-dire, maintenant, on va peut-être parler plutôt de performance globale. Il y a le terme de Chief Value Officer qui se crée. Ouais, c'est Donc intéressant. voilà, ça. c'est une notion où on sort de la finance, on intègre l'extra-financier dans cette notion de valeur. Donc voilà, c'est des nouveaux métiers. C'est bien sûr qu'il faut un responsable RSE si on n'en a pas, ou donner cette casquette-là à quelqu'un dans l'entreprise pour pouvoir déployer des stratégies. Mais in fine, c'est quand même la finance, la direction qui va devoir mesurer, remonter ces informations, déployer dans les systèmes d'information toutes ces mesures. Et on comprend bien du coup que vraiment toutes les parties prenantes de l'entreprise doivent vraiment s'intégrer dans cette démarche-là en fait. Oui, ce qui fait écho à la place qu'on donne justement à l'impact au sein de la stratégie d'entreprise. Je voudrais juste revenir 2 secondes sur le mot qu'on utilise pour cet atelier, qui est celui de valorisation. Si on recentre sur la valorisation d'une entreprise, ça va être la valeur, combien elle coûte. Et donc concrètement, c'est un élément indispensable lorsque vous voulez lever des fonds ou lorsque vous voulez vendre ou céder votre entreprise. Combien ça coûte? De manière très concrète, aujourd'hui, vous avez déjà des méthodes qui modulent la valorisation de votre entreprise selon les impacts positifs et négatifs que vous créez. Donc, oui, on va bien sûr regarder votre multiple de BE pour les plus avancés. On va faire du DCF sur vos différents cash flows. On va regarder des comparatifs. On va faire tout ça. On va aussi prendre en compte, et ça va devenir de plus en plus important, sur vos éléments extra-financiers. Petit point vers le futur. D'accord ? Brice mentionnait tout à l'heure le terme de comptabilité extra-financière. L'étape ultime, c'est d'intégrer. D'accord ? Donc, en fait, à la fin, ce qu'on va vouloir avoir, ce sont des états financiers, votre bilan, votre compte de résultat, votre tableau d'amortissement, votre cash flow, où on a intégré en euros l'ensemble de vos impacts. Une fois qu'on a fait ça, ça permet d'une part de faire les bons arbitrages. Je reviens sur mon contrôle de gestion. D'accord ? Lorsque vous devez faire un choix A ou un choix B, si vous avez réussi à complètement tout intégrer, les arbitrages sont beaucoup plus lisibles qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et puis deuxièmement, lorsque vous allez commencer à regarder des multiples de BE ou des multiples de différents indicateurs financiers, en fait ce sont des indicateurs intégrés, donc votre valorisation va être complètement intégrée. C'est pour ça que c'est important. Et de la manière, encore une fois, extrêmement concrète, pratico-pratique sur le terrain, la valorisation de votre impact, elle va se faire dès aujourd'hui via la prise en compte sur le prix de votre entreprise. Et si je peux rajouter quelque chose, en fait, pour simplifier, tout à l'heure je disais que la comptabilité financière ne permet pas de refléter la valeur globale d'une entreprise. Et ça, en fait, c'est pas nouveau. On est ici sur l'événement de l'innovation, des startups. Et depuis toujours, on a cherché à valoriser l'immatériel. Donc à valoriser des marques, des savoir-faire, un capital humain. Donc là, en fait, on ne fait rien de nouveau. On vient maintenant valoriser des impacts sur des ressources naturelles, des impacts positifs ou négatifs sur la société. Donc en fait, c'est une démarche tout à fait logique, quelque part, dans l'évolution des systèmes de gestion. Si tu me permets une précision, Inès, en fait, pourquoi on fait ça? Tout à l'heure, tu as demandé pourquoi on valorise l'impact, et ce que j'entendais derrière ta question, c'était est-ce que c'est juste par philanthropie, parce qu'on est des humains et qu'on veut faire le bien, ou est-ce qu'on a vraiment des raisons? Et pourquoi est-ce qu'une banque va chercher à essayer de mesurer si l'entreprise qu'elle a en face d'elle a une vraie stratégie pour s'adapter aux enjeux climat ou pas? Alors c'est une banque publique, elle veut vérifier que quand elle prête 1 million d'euros, elle le prête avec des externalités positives sur l'environnement et la société, certes, mais pas que.
En fait, si je te prête 1 million d'euros, j'aimerais bien savoir si tu as une stratégie qui va être durable et que dans les 10 prochaines années, tu vas me rembourser. Ou est-ce que tu es un stranded asset, un actif échoué, qui en fait, à cause de la réglementation, à cause de la mutation du monde économique qui est en train de se faire, en fait, tu vas couler. Et donc que j'aurais perdu 1 million d'euros en te le prêtant parce que j'ai pas vérifié que tu étais durable et que tu allais me rembourser. Et c'est pour ça aussi que, hors la philanthropie et l'impact, etc., il y a des vrais enjeux économiques derrière et que les banques ne vous ont pas forcément encore montré qu'elles vérifiaient ça, mais elles ont toutes des modèles de risque climatique et d'évaluation de si les entreprises à qui elles ont prêté sont en risque physique. Est-ce qu'avec les inondations, l'entrepôt va se faire emmener par les flots, mais aussi est-ce que la stratégie de l'entrepreneur fait que ils vont pouvoir bien compter sur leurs encours et qu'est-ce qu'ils doivent provisionner dans leur compte. C'est très très concret aussi comme ça. Ouais, mais écoutez, c'est parfait, c'est vraiment ce que j'avais envie d'entendre. Enfin, en tout cas, moi, en tant que présidente de start-up, vraiment dans la tech durable, pour moi, c'est tellement du bonheur de vous entendre dire ça et je trouve que c'est tellement pertinent. Alors, peut-être juste pour finir avec un petit mot de la fin. Donc, on est aussi aujourd'hui sur une journée un peu de prospective. Alors, pour revenir vers quelque chose d'un peu plus philosophique, est-ce que vous pourriez chacun me donner un petit mot de la fin en prenant peut-être une définition de la sobriété. On parle beaucoup de sobriété aujourd'hui, donc quelle est pour vous cette notion-là? Tu commences? Vas-y dans l'ordre. Après toi. Il y a quelque chose qui m'a marqué sur LinkedIn hier, Inès. J'ai vu un post de quelqu'un qui disait si tu vends du crack, si ton business c'est de vendre du crack, tu peux vendre des Doliprane, ça fera pas de toi, ça réparera pas tout et ça fera pas de toi une entreprise à mission, une entreprise durable. C'était un petit peu la différence de la RSE, et du vrai impact dont parlait tout à l'heure Thomas. On parle beaucoup de sobriété pour parler d'efficacité énergétique, c'est faux. La sobriété, c'est pas faire la même chose avec moins, c'est faire complètement autrement et c'est repenser à ce dont on a besoin. Et ce dont on a besoin et ce qu'on sera capable de faire dans un monde physique aux limites finies. Et donc en fait, pour moi, la sobriété, quand je le pense si je me mets à la place d'un dirigeant d'entreprise, c'est pas seulement comment je vais réduire mes impacts négatifs en faisant mon bilan carbone, en faisant un diag écoflux avec BPI France. C'est comment je vais repenser entièrement mon modèle d'affaires. Et si aujourd'hui je vends du crack, je n'arriverai pas à me lever le matin et il faut que je change tout de suite. Alors est-ce que je peux vendre du crack mieux ? Peut-être. Est-ce que je ne peux pas arrêter de vendre du crack et faire complètement autre chose ? Pour moi, les questions de sobriété, elles vont jusque-là. Alors moi j'adore parce que le terme sobriété, ça commence à devenir un grand n'importe quoi. On entend tout et son contraire en disant que quelque chose est sobre. Donc nous, chez Rive-Neuve, on aime bien être assez précis sur les définitions qu'on utilise. Donc fondamentalement, lorsqu'on parle de sobriété, c'est quoi ? C'est avant toute chose une diminution de consommation de ressources. On diminue les flux. Et cette diminution, elle se fait via un changement d'usage. Ce qui la donc différencie de l'efficacité énergétique, où on a bien une diminution équivalente, mais où on ne change pas les usages, et on va juste essayer de faire mieux, mais en gardant les mêmes usages. Donc, pour reprendre l'exemple éculé, la sobriété, c'est passer d'un chauffage à 25 à un chauffage à 20 degrés. On a changé nos usages. On est un peu plus froid. Du coup, on met un pull. C'est ça, la sobriété. La sobriété, c'est prendre son vélo plutôt que prendre son SUV. On a changé nos usages. Fondamentalement, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas juste, j'ai un SUV qui consommait 15 litres au 100 et je prends un SUV qui en consomme plus que 10 litres au 100. Ça, c'est de l'efficacité. D'accord ? Donc, et là, moi, ça me fait toujours rigoler. Lorsque vous entendez que quelque chose associe, par exemple, sobriété avec une croissance de X, et peu importe le X, c'est fondamentalement antagoniste. Ça n'est pas possible. Et ne nous y trompons pas, la sobriété, c'est quelque chose qui est culturellement assez compliqué. D'accord ? Surtout dans nos sociétés occidentales, où on a vendu depuis à peu près 250 ans le terme que bien-être égale croissance de consommation. Voilà. Donc, juste philosophiquement, encore pour reprendre ce terme-là, qu'on soit bien conscient que la sobriété, lorsqu'on nous en parle, et c'est ce qui va arriver, et c'est ce qu'on prône, d'accord ? C'est bien une diminution de la consommation en changeant ses usages. Alors, à moi le dernier mot de la fin. Moi, je vais faire simple. Thomas parlait d'efficacité. Moi, je pense que la sobriété, en fait, c'est une nouvelle forme d'efficience. C'est-à-dire,
faire avec ces ressources, mais inclure dans ces ressources, donc les ressources qu'on a dit qui sont finies, et du coup faire au mieux en prenant compte vraiment nos ressources qui sont limitées et pas que nos ressources financières ou capitalistiques qui existaient auparavant. Ouais, donc on a beaucoup de choses à changer, mais en tout cas maintenant on a des clés pour pouvoir le faire. Donc merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à ces différentes questions. Je pense qu'on a peut-être 5 minutes pour prendre des questions dans le public, si vous en avez. Bon, je crois que tout était extrêmement clair, ou peut-être que vous les intimidez. En tout cas, on reste à votre disposition pour toute question complémentaire et merci beaucoup d'avoir suivi cet atelier. Merci. Merci. Merci.